Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. D'abord cette brève et cette fois la bonne. Nos équipes de reportage étaient il y a quelques instants encore à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour couvrir l'accueil de l'arrivée de nos compatriotes libérés après plusieurs semaines de séquestration au Bénin. L'avion qui transportait la directrice générale adjointe de WAPCO Niger et ses collègues a atterri à Niamey aux environs de 18h50 locales. Ils ont été ensuite accueillis, comme vous le voyez sur les images, par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine, des membres du CNSP et du gouvernement, le gouverneur de la région de Niamey, des responsables des forces de défense et de sécurité, ceux de la société civile, mais aussi de leurs familles. Bref, un beau monde. Vous le voyez à l'image, la directrice générale, Madame Aminou Adiza Ibra, qui salue le Premier ministre ainsi que les autres autorités venues pour leur accueil. Nos reporters ont pu voir justement que nos compatriotes ont le moral haut après cette épreuve qui leur a été imposée en terre béninoise, et les sourires sur leurs lèvres témoignent de la satisfaction pour l'accueil grandiose dont ils ont été l'objet. De l'aéroport de Niamey, ils se rendront directement à la présidence de la République où ils seront reçus par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Les détails de cet événement sont à suivre dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Voilà, remise officielle ce jeudi matin de l'avant-projet de code de procédure pénale par le comité national chargé de la relecture et de l'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale nigérien. Cette remise a été effectuée au ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. C'était au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey devant Asma Ousseidou et Halidou Bourema. Cette cérémonie officielle marque ainsi la remise officielle de l'avant-projet du Code de procédure pénale par le Comité national chargé de la relecture et de l'adaptation du Code pénal et du Code de procédure pénale. Cette activité se tient juste après la remise de l'avant-projet du Code pénal par le Comité. Une initiative appréciée par l'Association des défenses des droits de l'homme, Timidria, qui a pour mission principale de lutter contre l'esclavage et toute forme de discrimination. Au titre des innovations majeures proposées au niveau des juridictions de jugement, des mesures concourant à la réduction de la lenteur observée avant jugement ont été introduites. On peut relever notamment la transformation des chambres criminelles qui ne se tiennent actuellement qu'en session périodique en chambres permanentes ordinaires et la suppression des jurés dont la présence alourdit inutilement la procédure. Il faut préciser aussi que le parquet sera désormais enfermé dans un délai précis pour programmer les dossiers prêts à être jugés, tant en matière criminelle que correctionnelle. Dans le code actuel, le parquet est libre de programmer un dossier à sa discrétion. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre l'aboutissement de longs processus, notamment la révision du code pénal et du code de procédure pénale. Qu'il me soit permis de saluer cette initiative qui a abouti à la relecture et à l'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale pour prendre en compte certaines insuffisances de notre législation pénale vieille de plus de 60 ans. En effet, c'est à juste titre que Timidria s'intéresse à une telle cérémonie qui vise une meilleure protection des droits et libertés des citoyens. Dans ce cadre, notre association multiplie des initiatives avec les partenaires étatiques et non étatiques pour la préservation des droits de l'homme et un meilleur accès à la justice. Pour sa part, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a tenu à féliciter, encourager et à attirer l'attention des acteurs pour ce travail abattu combien important. La justice tient une place de choix dans la vision actuelle
des plus hautes autorités en ce qu'elle permettra d'une part de répondre aux légitimes attentes exprimées par les citoyens et d'autre part contribuera fortement à la promotion de la bonne gouvernance, gage de tout développement durable. La priorité va concerner la réforme pour adapter le système judiciaire aux réalités du pays, la simplification des procédures, la valorisation des mécanismes traditionnels de règlement de litiges, ainsi que le renforcement de la transparence du système et du professionnalisme de son personnel. Ce faisant, le système judiciaire doit non seulement être indépendant, mais comporter aussi des mécanismes pour prévenir et réprimer toute forme de corruption. Les membres du CNSP, la société civile et les chefs traditionnels ont pris part à cette cérémonie. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC 2024 ont débuté ce jeudi matin dans l'ensemble du pays. Et c'est la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, qui en a donné le coup d'envoi à Agadez, dans le nord du Niger. Dr Elisabeth Chérif, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Nous venons de faire le lancement du BEPC de l'année scolaire 2023-2024. Nous avons été honorés, toute la communauté éducative est honorée, toute la nation est honorée pour la présence au cours de ce lancement du gouverneur de la région d'Agadez, mais aussi du sultan, de l'honorable sultan de l'Aïr. Nous sommes honorés de leur présence, nous sommes honorés de la présence de tous les cadres du ministère, nous sommes honorés de la présence de tous les syndicats, des partenaires de l'école, des parents d'élèves que nous félicitons. Nous saisissons cette occasion pour saluer encore une fois de plus la détermination du chef de l'État, sa volonté de redorer l'image de l'école nigérienne. Nous saluons la solidarité gouvernementale qui est dirigée, coordonnée par le Premier ministre. Nous saluons la solidarité de tous les membres du gouvernement. Nous saluons la contribution déterminante de l'armée qui a assuré l'acheminement de presque toutes les épreuves, en particulier dans les zones reculées de notre pays. Nous pouvons dire à l'instant présent que le lancement s'est bien déroulé et que tout se passe bien. Je tiens, avec votre permission, à réitérer mes remerciements à l'endroit des enseignants. Nous sommes là pour célébrer la fin de l'année et ils ont été avec les élèves tout au long de l'année. Beaucoup ont assuré la fin de leur programme. Ils ont évacué le programme. Non seulement ils ont achevé le programme, mais ils ont organisé des examens blancs et prendre le temps de faire la remédiation nécessaire pour rehausser le taux de réussite dans nos écoles. Leur dévouement est le reflet de la volonté de tous les acteurs de l'école à vraiment relayer et à donner corps à cette volonté des plus hautes autorités de notre État à ramener la culture du résultat, de l'excellence et du mérite dans nos établissements scolaires. Nous remercions encore une fois tous les acteurs impliqués. Que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu bénisse notre pays. Alors, nous avons au total, au niveau national, 118 543 candidats, dont 56 849 filles. Ici, au niveau de la région d'Agadez, nous avons 5 514 candidats, dont 3 318 filles. Ces candidats sont repartis dans un certain nombre de centres et à qui ont été données des consignes très strictes. La volonté vraiment de renforcer la dynamique de la transparence et de la régularité dans le déroulement de nos examens et
dans la proclamation de nos résultats. Vous me donnez l'occasion de féliciter tous les présidents du jury, tous les présidents du centre pour les réunions préparatoires auxquelles ils ont pratiquement tous participé. Ici à Niamey, c'est le premier responsable de la région, en l'occurrence le gouverneur Abdou Assouman, qui a officiellement lancé les épreuves du BEPC 2024. C'était ce matin au CES Filengue devant Ismaël Moumouni Moussa. Après les épreuves physiques et sportives, c'est vu le tour des épreuves écrites d'être pratiquées par les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session 2024. À Niamey, c'est le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Abdou Harouna, qui a procédé au lancement de ces épreuves au CG10, plus connu sous le nom du CS Route Filengue. Nous avons constaté cette année que nous avons eu une année scolaire et académique normale, sans perturbation aucune, du fait du fort engagement de l'État. Dès au départ, et du fait également de l'accompagnement de l'État pendant toute l'année. Cette année s'est déroulée normalement grâce également à la compréhension et à la saisine de l'importance de la quiétude pour le déroulement de l'année par tous les acteurs de l'école. Nous nous réjouissons. Il n'y a donc aucune raison que les résultats ne soient pas à la hauteur de nos attentes. Nous avons dit aux élèves que les épreuves étaient donc à leur portée, à la portée de tout candidat normal. Et le candidat normal, c'est celui qui a suivi une année académique ou scolaire normale, sans perturbation, qui a posé les questions lorsqu'il n'a pas compris les cours et qui a bien révisé. Et surtout le jour de l'examen, qui lit bien les sujets. Le directeur régional de l'éducation nationale remercie tous les acteurs qui ont participé activement dans l'organisation. Nous profitons de cette occasion pour en tout cas remercier tous les acteurs qui ont participé cette année à l'accomplissement des activités d'enseignement-apprentissage au niveau de la région de Niamey. Je pense particulièrement à l'Association nationale des parents d'élèves ainsi que les enseignants à travers leurs syndicats qui ont fait preuve de compréhension et d'accompagnement pour que nous soyons aujourd'hui en ce jour. Présent au lancement, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Niger ont formulé ses vœux. Nous, les parents, nous avons assuré le minimum que nous pouvons, celui de tenir compagnie à nos enfants du 1er octobre à ce jour. Il reste maintenant au caractère d'être indulgent et d'être correct. Allah nous observe. Celui qui a droit, on lui donne. Celui qui n'a pas le droit, on lui refuse. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des enfants, que de compter sur leur propre capacité intellectuelle et de ne pas se mêler dans la tricherie ou dans la supercherie ou dans la recherche du gain facile, parce que ça va te rattraper. Le Niger est au seuil d'une quête de souveraineté, et la souveraineté, tant que tu n'as pas tes propres capacités, tu ne peux pas l'assurer. C'est au total 30 558 candidats, dont 13 371 filles, réparties dans 69 centres, à subir ces épreuves à Niamey. Au plan national, c'est 118 543 candidats répartis dans 331 centres qui vont subir ces épreuves écrites, et c'est là sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué rendu public, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a annoncé la suspension des visites des ONG et associations dans les maisons d'arrêt du Niger. Une décision pour laquelle les réactions n'ont pas tardé, et je vous propose de suivre celle de Soumana Saïdou. Il est acteur de la société civile, défenseur des droits humains. Cette mesure du ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l'Homme aujourd'hui, donc nous pensons que d'abord quand on parle de droits humains, le droit humain est garanti par qui? Par l'État, dans un État de droit. Du coup, force reste à la loi.
Si aujourd'hui ils ont pris cette décision d'arrêter toutes les activités vraiment afférentes à nos structures, cela veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de chercher à comprendre, les raisons. Les raisons parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons des pluridisciplinaires, des pléthores, comment est-ce qu'on appelle des partenaires au niveau des milieux carcérales, qui aujourd'hui peut-être ne laissent pas à ce que le ministère puisse jouer pleinement même son rôle. Mais aujourd'hui, cette mesure peut-être permettra à ce que l'État voit en temps réel, quels sont les besoins réels de ce milieu carcéral, quels sont les enjeux, quels sont les défis et qu'est-ce qu'il faut faire pour que définitivement ce milieu carcéral soit pris en compte définitivement à 100% par l'État. Par le passé, c'est vrai, les interventions même sont un peu limitées. La plupart des activités sont arrivées vers la capitale qui est Niamey. Beaucoup d'ONG sont focalisées sur Niamey. Mais quand vous regardez, et toujours, il y a les mêmes problèmes qui sont là au niveau des parcs pénitentiaires, qui sont la surpopulation carcérale. Est-ce que c'est le pléthore des partenaires qui va pousser à ce que cela soit assaini? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, avec cette décision, je crois que le ministère doit rester, faire l'autopsie générale de ces parcs pénitentiaires d'une manière globale, savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'il faut faire au temps opportun. Disons une bonne chose peut-être parce que sûrement ils ont pris des mesures pour répondre à certaines préoccupations. C'est-à-dire aujourd'hui, nous savons que dans tous les parcs pénitentiaires, il y a des accompagnements des ONG effectivement qui sont significatifs, c'est vrai. Mais je sais qu'avant de prendre une décision, pareil, le ministère a dû prendre des mesures pour pallier à tout éventuel vraiment manquement au petit respect des droits humains qui est dans le milieu carcéral. Parlons maintenant du début ce jeudi matin de l'atelier de formation sur le syndicalisme et l'employabilité des jeunes. À l'origine de cet atelier, la Confédération nigérienne du travail CNT qui voudrait ainsi former plusieurs comités des jeunes et les amener à échanger sur les orientations professionnelles. Les détails sont avec Nafissatou Yahya et Sadou Doumi. Il s'agira au cours de cet atelier de formation organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT de sensibiliser plusieurs jeunes d'abord sur le mouvement syndical et leur orientation professionnelle dans les établissements scolaires et professionnels. Je remercie la CNT qui ne cesse de créer ces dynamiques aboutissant à ces cadres d'échange et de renforcement des capacités. Cette fois-ci, nous sommes réunis autour d'une autre thématique très innovante titrée « Sensibilisation sur la syndicalisation et la mise en place des points focaux des jeunes dans les universités et les écoles professionnelles du Niger ». Il s'agit en effet d'une première action du genre qui a pour but ultime de cultiver, voire préparer les étudiants qui représentent les futurs travailleurs de ce pays. Syndicalisme professionnel et responsabilité afin que les futures générations puissent être bien guidées par des activités très outillées. Cette activité, il faut le rappeler, entre dans le cadre d'un programme commun entre la CNT et son partenaire CNV international. Vu la situation du mouvement syndical actuel que nous observons tous, où la jeunesse n'est quasiment pas présente. Donc nous avons essayé de trouver des solutions, d'élaborer des pistes de solutions pour pouvoir ramener les jeunes dans le mouvement syndical. Et les études que nous avons menées, et il en est sorti que pour pouvoir redéfinir le mouvement syndical à rajeunir, il fallait retourner à la base, c'est-à-dire au niveau des étudiants. Et si nous nous rappelons dans l'histoire nous rappelle que le mouvement syndical est né au niveau des universités, à travers les démocraties et tout ça, ça a commencé dans les universités. Et donc, c'est pourquoi nous avons mis en place ce projet-là pour pouvoir rapprocher les syndicats
des étudiants pour qu'une fois qu'ils seront sur le marché du travail, ils sont déjà des préacquis pour le mouvement syndical. Occasion pour le secrétaire général de la CNT de rappeler le bien fondé et l'objectif de cette formation. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités conjointes de CNV International et de la CSI Afrique en ce qui concerne l'employabilité des jeunes. Vous avez déjà été bénéficiaire de plusieurs activités, de plusieurs formations, de plusieurs séances de sensibilisation dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Et nous étions même parvenus à la demande de la mise en place d'un fonds pour l'employabilité des jeunes ici au Niger. Une chose sur laquelle nous continuons au niveau du politique, au niveau de la Confédération nigérienne du travail, à continuer à sensibiliser les partenaires techniques et financiers afin que nous puissions avoir l'adhésion de ces partenaires-là pour aller vers la création de ce fonds. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, il s'agit pour nous de parler beaucoup plus de pont entre d'abord les représentants, les responsables que nous sommes, les comités des jeunes, mais aussi les nouveaux points focaux que nous allons mettre en place, c'est-à-dire ceux qui vont aussi remplacer le comité des jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui sont ou qui aspirent déjà à être travailleurs, donc pour venir aussi remplacer les comités des jeunes. Vous savez, il a toujours été dit que le développement d'un pays repose sur sa jeunesse. Et c'est de la même façon que le devenir d'une organisation syndicale et même l'efficacité d'une organisation syndicale repose également sur sa jeunesse. Si nous avons mis en place le comité des jeunes, ce n'est pas sans raison, c'est effectivement pour préparer la relève à notre niveau. Eh bien, si les comités des jeunes relèvent et préparent la relève au niveau politique, il faut aussi qu'il y ait des nouveaux relèves pour ce qui concerne le comité des jeunes. Et c'est d'où qu'est partie cette innovation de la CSI Afrique et de la CNV International de dire mais pourquoi attendre que des jeunes finissent leur formation à qui on va demander 5 ans d'expérience pour venir travailler et pouvoir remplacer le comité des jeunes. Pourquoi ne pas créer déjà le pont, les préparer déjà à la syndicalisation avant la fin de leur formation dans les instituts et universités du Niger. Ainsi, 2 jours durant, les participants à cet atelier vont échanger sur les tenants et aboutissants du syndicalisme et de l'employabilité des jeunes. Voilà, avant de poursuivre ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué de presse du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain édition 2024. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, souhaite rappeler l'importance de cette journée et réitérer son engagement en faveur des droits des enfants au Niger et en Afrique. Cette journée, poursuit le communiqué, commémorée chaque année le 16 juin, nous rappelle le massacre de centaines d'enfants à Soweto, en Afrique du Sud, en 1976. Ces enfants manifestaient pacifiquement pour leur droit à une éducation de qualité et contre l'apartheid. Leur courage et leur sacrifice ont marqué l'histoire et continuent d'inspirer les luttes pour les droits des enfants à travers le continent africain. Le thème de cette année, je cite, promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances pour chaque enfant, fin de citation, met en lumière la nécessité de garantir à chaque enfant l'accès à une éducation de qualité, à la protection contre la violence et l'exploitation, ainsi qu'à des opportunités égales pour leur développement et leur épanouissement. Au Niger, poursuit le communiqué du RJDH, des milliers d'enfants sont encore privés de ces droits fondamentaux en raison de la pauvreté, des conflits et des inégalités persistantes. En dépit de l'existence d'un arsenal juridique favorable à l'épanouissement de l'enfant et des efforts déployés par les autorités et certains partenaires techniques et financiers, force est de constater que les enfants du Niger sont loin de connaître une jouissance effective de leurs droits, déplore le RJDH.
Enfin, le RJDH n'est pas en reste dans ce combat pour l'épanouissement des enfants, pour une pleine réalisation des nobles objectifs contenus dans la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant au Niger. Et c'est à cet effet que nous pouvons noter les actions suivantes, énumère le communiqué. 1. Sensibilisation et plaidoyer. 2. Formation et renforcement des capacités. 3. Collaboration avec les organisations et institutions. 4. Suivi et évaluation. Le RJDH appelle tous les acteurs de la société civile, parents, éducateurs, leaders communautaires, décideurs politiques et médias à se mobiliser pour faire de l'inclusion et de l'égalité des chances une réalité pour chaque enfant au Niger. En cette journée de l'enfant africain, le RJDH engage en l'ensemble des Nigériens à bâtir un avenir où chaque enfant pourra grandir dans la dignité, la sécurité et l'égalité. Fait à Niamey le 18 juin 2024, le président Ibrahim Abdou Tikiré. Allons maintenant à l'hôtel Bravia où s'est déroulé ce matin le lancement de la 3e phase du projet ID Jeunes, initiative pour le développement de l'entreprise, couplée à l'atelier de validation du programme d'assistance technique à l'entrepreneuriat des jeunes PATEJ. La cérémonie de lancement a été présidée là par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, devant nos reporters Nafis Zakou et Ibrahim Abdou. Contribuer à la création d'emplois et à l'augmentation des opportunités économiques aux jeunes confrontés aux risques liés à la migration irrégulière, tel est l'objectif du projet Initiative pour le développement de l'entreprise ID-Jeunes, dont la présente cérémonie marque le lancement de sa 3e phase, couplée à la validation du programme d'assistance technique à l'entrepreneuriat des jeunes PATEJ. L'ID-Jeunes est financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement à hauteur de 4 millions d'euros, soit 2,6 milliards de francs CFA, et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Pour cette nouvelle phase, le projet ID se concentrera sur la création d'opportunités économiques pour les jeunes nigériens en renforçant les capacités entrepreneuriales individuelles de 180 jeunes, en soutenant aussi des micro-entreprises pour accroître leur potentiel et en stimulant l'employabilité de plus de 500 000 jeunes, afin d'offrir des opportunités pour l'avenir. Cette nouvelle phase du projet vise aussi à renforcer l'engagement de la diaspora nigérienne pour le développement au Niger, particulièrement l'investissement dans les micro-entreprises locales. ID-Jeunes vient aussi en complémentarité et avec tout son appui pour la continuité des initiatives sur le développement national, sur les efforts nationaux pour le développement des compétences professionnelles adaptées aux besoins du marché et la création des unités semi-industrielles spécialisées en transformation agroalimentaire, la conservation des produits et packaging. Cette 3e phase ne continuera pas seulement à soutenir la création et le développement des micro-entreprises, mais cette phase du projet ID-Jeunes introduira également une phase pilote de création d'unités de transformation semi-industrielles. Cette innovation vise à offrir un plus grand nombre d'emplois, directs et indirects, à un grand nombre de jeunes, et moi je dirais même ils ont à soutenir, ils ont à encourager, même ils ont une sorte de culture, la culture ils ont de la grande entreprise, qui est en fait, et même dans mon expérience ici, en fait, je vois que la culture de la grande entreprise est même importante pour ceux qui, à un certain point, veulent établir leur propre entreprise, mais comme ça, on a une grande école, en fait, qui aide même à la création d'autres travaux. Procédant au lancement des activités de cette 3e phase d'ID-Jeunes, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rassuré les parties prenantes que toutes les initiatives seront
seront soutenus par le PATEJ initié par le ministère du Commerce afin de former, encadrer et rassurer le suivi des jeunes entrepreneurs nigériens. Le projet inscrit dans la continuité des 2 précédentes phases en soutenant les initiatives entrepreneuriales des jeunes et en incluant d'autres groupes en situation de vulnérabilité, plus spécifiquement les femmes, les personnes handicapées et les migrants de retour. Pour mon département ministériel, le lancement de ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de ces grands chantiers. Aussi, il vient soutenir le dispositif des initiatives déployées par mon département ministériel à travers plusieurs projets et programmes en matière de l'entrepreneuriat des jeunes. Par ailleurs, faut-il le rappeler, la mise en œuvre de 2 phases de l'idée jeune a permis de constituer un fonds de 300 millions de francs CFA pour faciliter l'accès au financement aux jeunes promoteurs. C'est le lieu de demander aux parties prenantes l'enrichissement et l'appropriation du programme d'assistance technique PATEJ qui se veut un cadre de renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Notons enfin que le lancement de cette 3e phase du DGN qui a enregistré la présence des membres du gouvernement et ceux du CNSP vise à offrir des opportunités économiques pour 4350 personnes dans les régions de Zander, Tawa, Niamey et Agadez, notamment les jeunes âgés de 18 à 35 ans, les femmes porteuses de projets entrepreneuriaux, les migrants nigériens de retour et les communautés hôtes. Avant de finir ce journal, je vous rappelle la principale information du jour qui est celle relative au retour au bercail de nos compatriotes séquestrés au Bénin depuis plusieurs semaines déjà. L'avion qui transportait la directrice générale adjointe de WAPCO Niger et ses collègues a atterri dans les environs de 18h50 heure de Niamey à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Tous les 5 compatriotes ont regagné ainsi le pays. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen, des membres du CNSP et du gouvernement, le gouverneur de la région de Niamey, des responsables des forces de défense et de sécurité, ceux de la société civile, leurs familles, bref, tout un beau monde. Nos reporters qui étaient sur place ont pu constater, comme vous le voyez sur ces images, le sourire aux lèvres de nos compatriotes qui rejoignent ainsi le pays et surtout pour l'accueil grandiose dont ils ont été l'objet. Aux dernières nouvelles, après cet accueil à l'aéroport, nos 5 compatriotes se sont directement dirigés à la présidence, vers la présidence de la République, où ils devront être reçus par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le chef de l'État général de brigade Abdourahmane Tchani. Les détails de cet événement sont à suivre dans nos éditions de demain, Inch'Allah. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez d'autres éditions d'information. Moi, je vous reviens mardi prochain à 19h45, Inch'Allah. Passez un très bon moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur la télévision La Bari, la passion de servir. À très bientôt.